Déjà, merci à tous d'être venus. Je tiens tout d'abord à remercier Maxime qui m'offre l'opportunité de parler devant vous aujourd'hui, parce que pour moi c'est une première et je sollicite donc votre indulgence. Parce que je m'adresse à vous non pas en tant que connaisseur ou intellectuel, mais en tant que témoin de ce qui se passe autour de nous depuis quelques dizaines d'années. Donc j'espère que vous prendrez plaisir à ce partage. Et tout au long de cette conférence, je vais évoquer des noms de personnalités de manière non exhaustive, parce que la période étudiée remonte au début du XXe siècle. Et pour appuyer mes propos, je citerai et je vous présenterai des œuvres littéraires réelles ainsi que des témoignages. Des œuvres littéraires notamment que j'ai en ma possession. Alors pour commencer, une citation très explicite de Lénine. « Intéressez la jeunesse au sexe et vous vous emparerez d'elle sans difficulté. » Beaucoup d'intellectuels aujourd'hui pensent avec ironie que si le système capitaliste ne s'est pas effondré, contrairement au système communiste, c'est que le premier propose des belles speakerines, alors que le deuxième ne proposait que des soldats soviétiques armés de kalash. C'est ce qui fait tenir aussi les masses populaires, en partie. Ensuite, une définition du Larousse. Hypersexualisation. Dans la société, fait d'accorder une place de plus en plus importante à la sexualité, en multipliant les préférences à celle-ci dans l'espace public via les médias et différents canaux de communication. En particulier, représentation sexualisée des adolescents et des enfants, surtout des filles, via l'habillement, le maquillage, la gestuelle, exagère les stéréotypes de la féminité et de la masculinité. Elle constitue un phénomène social préoccupant. Définition sur Wikipédia. L'hypersexualisation ou la sexualisation précoce est un terme employé par des spécialistes en psychologie de l'enfant, sexologie ou sociologie, pour désigner la tendance observée depuis la révolution sexuelle des années 60, à une commercialisation et médiatisation de la sexualité, qui affecte le développement des enfants et des adolescents. Alors, pour qu'on soit tous sur de bonnes bases, je vais commencer par faire un survol de l'évolution de la sexualité de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il faut d'abord savoir que de tout temps, la sexualité a été encadrée par les mœurs des sociétés à travers le monde et les siècles. La sexualité a eu diverses visions selon les civilisations et les continents. Elle fut délimitée par les religions et la morale publique. Durant l'Antiquité, la vision du sexe était totalement phallocentrique. L'acte sexuel n'existait pas sans pénétration. Le plaisir féminin était alors totalement méconnu. En revanche, les distinctions de préférence sexuelle n'étaient pas présentes comme à l'heure actuelle. L'homosexualité n'était pas pointée du doigt parce que le statut social primait davantage, ainsi que le rôle joué dans la relation. Lorsque l'on s'imagine la sexualité durant l'Antiquité, ce sont les banquets et les coupes remplies de vin et les orgies qui s'affranchissant de nos limites morales actuelles, qui nous viennent en tête. Pourtant, l'art et la télévision ont nourri ces mythes. Même si le sexe était plus libertin et que le corps était moins tabou, on peut prendre pour exemple les statues grecques et les statues romaines, l'orgie fantasmée par notre époque relève du mythe, par beaucoup d'historiens. En effet, la consommation excessive de vin était à l'époque le moyen utilisé pour entrer en osmose avec les dieux. Par, évidemment, le paganisme l'y obligeait. Les autorités découvrirent que des hommes et des femmes vouaient un culte au dieu Bacchus, ou Bacchus, je ne sais plus, B-A-2-C-H-U-S. Bacchus, merci. Ils se réunissaient régulièrement pour assister à diverses cérémonies où l'on favorisait la vie de débauche, comme le viol allant jusqu'au meurtre en cas de résistance. À partir du Moyen Âge, le sexe devient tabou en raison de la religion, en tout cas dans les 3 religions monothéistes, et du caractère patriarcal de nos sociétés. L'Église impose les interdits de l'Ancien Testament comme l'inceste, la nudité, la sodomie, les rapports pendant les règles et l'homosexualité. Cette dernière est d'ailleurs condamnée par l'Église, envoyant le coupable au bûcher dans les cas les plus extrêmes. De plus, le mariage arrangé était la norme sous l'Ancien Régime. Constituer une alliance entre 2 seigneuries permettait de renforcer le pouvoir entre les 2 familles, et ainsi de préserver une lignée et de transmettre un patrimoine, en agrandissant le territoire. Cela engendrait protection, richesse et descendance. Bien souvent, il n'y avait aucune notion d'amour dans les mariages.
À l'époque moderne, donc de 1492 jusqu'à la Révolution française, en 1789, au XVIIe siècle, on parle de sexualité légitime, de sexualité en vue de la procréation. La sexualité par plaisir liée à une jouissance personnelle est condamnée par l'Église. Durant cette époque moderne, les femmes s'habillaient de vêtements longs et la nudité n'était pas tolérée. Après la Révolution française, de nouvelles lois émergent. Le 20 septembre 1792, l'État autorise le divorce. Le code pénal ne considéra plus l'homosexualité comme un crime et engloba toutes les pratiques non conformes à la norme sociale. Ce qui nous amène donc à notre époque contemporaine, donc de 1789 à aujourd'hui. La sexualité n'a jamais eu une place aussi importante dans nos sociétés que maintenant. Certes, toutes les cultures ne sont pas encore concernées par ce changement, mais ils gagnent tout de même du terrain. Après la Seconde Guerre mondiale, l'image médiatique d'une femme bien portante s'occupant du foyer fut troquée contre celle d'une femme mince prenant part aux activités économiques. Ce qui n'est pas une critique, hein. C'est un fait historique. L'événement le plus marquant en France de la libération sexuelle étant celui de mai 68, avec toutes les critiques et toutes les conséquences que ça importe. C'est également durant l'époque contemporaine que, pour la première fois, le but de la famille changea du tout au tout. Un spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie, Monsieur Philippe Mérieux, écrit même « Nous vivons pour la première fois dans une société où l'immense majorité des enfants qui viennent au monde sont des enfants désirés. Cela entraîne un renversement radical. Jadis, la famille faisait des enfants, aujourd'hui c'est l'enfant qui fait la famille. Désormais, le mariage se choisit et les enfants également. » De nos jours, dans le monde occidental, le discours pousse les femmes à rechercher l'épanouissement dans leur profession. Cet objectif les incite ou les contrat à moins de maternité et on assiste à une certaine virilisation de la femme. Cette même virilisation entraîne d'ailleurs une baisse démographique de la population occidentale. Et aujourd'hui, avec le féminisme moderne ou le néo-féminisme, on peut l'appeler comme on le souhaite, et la culpabilisation sociétale pour diverses raisons, notamment la surpopulation, le réchauffement climatique, l'antiracisme, etc. Parler de douceur féminine peut devenir dangereux. Alors là, je vais vous citer quelques personnalités, notamment du XXe et du XXIe siècle, qui sont incontournables dans l'hypersexualisation. Alors déjà, petite question. Est-ce que Alfred Kinsey, voilà, très bien. Alfred Kinsey, donc, qu'on surnomme le dynamiteur des tabous sexuels. Né le 23 juin 1894 à Hoboken, dans le New Jersey, aux États-Unis, et mort le 25 août 1956 à Bloomington, dans l'Indiana, est un professeur sexologue et aussi entomologiste et zoologiste. Alors, entomologiste, pour ceux qui se demandent, c'est l'étude des insectes. C'est ça. Les rapports Kinsey, ou Kinsey Reports en anglais, sont 2 livres qui découlent des recherches du docteur Alfred Kinsey sur le comportement sexuel humain. Alors, on a déjà Sexual Behavior in the Human Male, en 1940, qui a été publié en 1948, et Sexual Behavior in a Human Female, en 1953, qui représente un apport essentiel à la recherche statistique et scientifique sur la sexualité humaine, dont il marque le début. Le contenu de ces 2 livres étonne le grand public et prête immédiatement à la controverse, ainsi qu'au sensationnalisme. À l'époque, ils provoquèrent une polémique. Certaines observations défiaient les croyances à propos de la sexualité humaine et discutaient de sujets extrêmement tabous. Kinsey prend pour objet les plaisirs qui mesurent par l'orgasme et non plus la reproduction. La sexualité se détache ainsi d'un modèle biologique. Les rapports Kinsey ont en particulier remis en cause la vision hétérocentrée qui prédominait dans les États-Unis des années 50. Les recherches de Kinsey ont même influencé le modèle de la loi pénale de 1955, qui était basé sur ces recherches. Ces études ont notamment été soutenues par les Rockefeller, qui étaient très intéressés pour changer les valeurs juridiques qui ont fait l'Amérique par le biais de l'éducation.
Ce scientifique américain a montré à l'Amérique tout ce qu'elle ne voulait pas voir. Le sexe hors mariage, l'infidélité, le sexe bucogénital et l'homosexualité. Hugh Hefner. Donc, de son vrai nom, Hugh Marston Hefner, ou dit F, né le 9 avril 1926 à Chicago et mort le 27 septembre en 2017 au manoir Playboy de Holmby Hills à Los Angeles, est le fondateur et propriétaire américain du magazine de charme Playboy. Né dans une famille très protestante où les preuves d'affection étaient rares, le puritanisme américain est de mise, dans une famille de classe moyenne durant la Grande Dépression à la suite du crash boursier de 1929. Hugh Hefner, étant enfant, a le sentiment d'avoir raté les plus belles années de ce début de siècle, à savoir les années 20, aussi appelées les années folles. À son époque, les actrices les plus glamour à Hollywood sont très souvent blondes platine, ce qui va grandement impacter ses préférences. À la période du lycée, Hugh Hefner va tomber sur les archives des études sexuelles d'un certain Alfred Kinsey, selon les dires de Judith Reichmann. Après avoir pris connaissance des résultats de Kinsey, il se dit « J'ai été un gentil garçon toute ma vie alors que les autres s'amusaient dans le privé à faire tout cela. » Durant les années 50, il décide de créer son propre magazine, un magazine qui célébrera les plaisirs de la vie avec une vision très masculine des choses. Le magazine en question parle beaucoup du sexe hors mariage, un sujet extrêmement tabou dans les années 50 aux États-Unis. Son objectif, à la manière de Kinsey, est de décomplexer la sexualité. Le magazine Playboy est un énorme succès dès le départ. En termes d'audience, le magazine est principalement lu par des jeunes hommes entre 25 et 30 ans, de la petite bourgeoisie. L'image d'un playboy, au tout début, c'est un homme élégant, cultivé, audacieux, qui aime les femmes et les plaisirs de la vie, mais également le sport, le sexe, l'alcool et les cigares. Un lecteur sur 4 est une femme, même si en page centrale on trouve toujours une femme dénudée. Le magazine est connu pour ses articles et ses interviews, notamment celles de Malcolm X et de Martin Luther King, ainsi que l'écrivaine féministe Margaret Atwood, connue pour son livre dystopique La Servante écarlate. Via son magazine et sa société, F a rendu l'Amérique plus ouverte et plus tolérante, en parlant du sexe hors mariage et d'homosexualité. Mais la face cachée de Playboy est plus sombre et moins aguichante que le logo du lapin. Dans certains numéros, on retrouve des bandes dessinées au contenu très explicite et aux dessins très primaires faisant l'apologie de la pédophilie, référence à Kinsey. Le magazine Playboy repose depuis le début sur l'exploitation des femmes au sens propre. Le premier numéro, je vais vous en donner quelques exemples. Le premier numéro de Playboy, sorti en 1950, est un succès. Il s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires, grâce à sa couverture qui promettait des photos dénudées de Marilyn Monroe. F a toujours eu une obsession pour elle. Il réussit à trouver les photos de Marilyn et les acheta pour $500, alors que elle, pour faire ses photos, elle avait été payée $50. Elle avait fait ses photos en 1949 et elle n'était pas du tout connue. C'était un job alimentaire pour commencer sa carrière malgré le fait qu'elle avait et craignait que cela n'entache sa réputation. En 1953, où apparaît Playboy pour la première fois, Marilyn Monroe est devenue une star internationale avec les films Comment épouser un millionnaire et Les hommes préfèrent les blondes. Hugh Hefner, un bon homme d'affaires qu'il est, surfe sur le succès de la blonde en faisant apparaître ses photos dans son magazine à la vue de tout le public, sans avoir d'ailleurs lui demandé son avis au préalable. Cela aurait totalement pu détruire la carrière de Marilyn, mais ce fut totalement le contraire. D'ailleurs, Marilyn Monroe reste un très bon exemple du vrai visage d'Hollywood et de l'industrie du divertissement américain. Elle a été obligée de passer par l'industrie du charme, l'enfer du rêve hollywoodien, et a été victime d'abus par les producteurs et aussi par des pressions politiques en haut lieu, dues à sa liaison avec John Fitzgerald Kennedy. Hugh Hefner fera la même chose aussi avec Madonna en 1985 et l'animatrice télé Vanna White en 1987. Mais l'exploitation des jeunes mineurs sont aussi une part très sombre du magazine. Elizabeth Ann Roberts, qui était âgée de 16 ans,
quand elle a posé nue pour Playboy Magazine en 1958. 16 ans, hein. Le titre s'appelait Schoolmate, Playmate, pour jouer sur le fait qu'elle était encore à l'école et qu'elle était une femme jeune et fraîche. La mannequin Brooke Shields en 1975, qui est apparue dans un autre magazine lié à Playboy, à savoir Sugar and Spice, a 10 ans. Sa mère était d'accord pour qu'on la prenne en photo nue dans une baignoire. Et malgré tous ces scandales, F était idolâtré par beaucoup d'hommes et par beaucoup de femmes. D'une part, parce qu'il était sympathique, charismatique et vite devenu un symbole du rêve américain. Beaucoup voulaient avoir le même train de vie que lui. Parce que pendant des dizaines d'années, Hugh Hefner, c'était l'image d'un homme qui vivait dans un manoir avec au moins 30 jolies femmes entre 20 et 30 ans. Qui ne rêverait pas d'avoir un train de vie comme ça? D'autre part, il se disait féministe au début des premières années du magazine, jusqu'à une interview en 2009, il se dit plus humaniste que féministe. Alors là, on a un basculement. Pas dû à son business, évidemment, hein. C'est pas une question de morale. Pour lui, adhérer pleinement à sa sexualité, ça fait partie de la liberté. Il n'y a rien de mal à célébrer les femmes en tant qu'objets sexuels. Si les femmes n'étaient pas des objets sexuels, il n'y aurait pas de prochaine génération. C'est véridique, hein, il le dit mot pour mot. C'est clair. Enfin, après, tout dépend de quel côté de la barrière morale on se trouve. Et aujourd'hui, en 2022, hein, encore, depuis sa mort en 2017, ses enfants, Cooper Hefner, Marston Hefner, David Hefner et Christy, continuent son business et son entreprise. Mais aujourd'hui, Playboy n'existe plus que par le e-commerce et la vente de produits dérivés. Et pour montrer d'ailleurs qu'on a changé de monde, notamment avec la grande réinitialisation, le dernier numéro du magazine est sorti printemps 2020. Avec le magazine Hustler de Larry Flynt, dont je parlerai juste après, Playboy va grandement inspirer en France des amoureux de la sexualité débridée et de l'américanisation de l'Europe. On retrouve Daniel Philippaki et Frank Teno, Jack Lanzmann, Marcel Duhamel et Bruno Godard, qui créeront le magazine Lui en 1963. Donc, troisième personnalité. Bon, je vous montre quand même son portrait. Larry Flynt, le créateur du magazine Hustler. Alors, en sachant que Hefner a toujours trouvé des jeunes femmes pour poser dans son magazine à droite à gauche, hein, notamment des jeunes femmes du Midwest américain. Alors que Larry Flynt, c'est tout le contraire. Il a toujours pris des jeunes femmes qui venaient de l'industrie du X. Il s'en est jamais caché. Donc, de son vrai nom, Larry Claxton Flynt Jr., est né le 1er novembre 1942 à Lakeville, dans le Kentucky, et mort plus récemment que Hugh Hefner, le 10 février 2021 à Los Angeles. Est un homme d'affaires et éditeur américain dont la fortune post-mortem est estimée aujourd'hui à 500 millions de dollars. Né en 1942 dans un village déshérité, il s'enrôle à 15 ans dans l'armée grâce à un certificat de naissance contrefait. Il est démobilisé peu après et devient le roi de la combine. Il vend de l'alcool clandestinement, il joue au poker, et avec quelques dollars de côté, il ouvre en 1965 un premier bar, puis un second et un troisième, qu'il baptise les Huster Clubs. C'est des boîtes, d'après les témoignages, ce sont des boîtes assez miteuses où les hôtesses servent des clientes entièrement nues et qui sont devenues une institution dans tout l'Ohio. Il est le président fondateur, donc comme je le disais, de Larry Flynt Publication. Donc, outre le magazine, c'est un conglomérat spécialisé dans la production de vidéos pornographiques et l'édition d'une trentaine de magazines qui défient les lois du bon goût. Principalement Hustler, qui est lancé en 1974. Ce magnat milliardaire a également développé son empire, largement dédié au sexe avec ses clubs et bars, des sex shops, des chaînes de télévision et des sites internet. Cloué dans un fauteuil roulant plaqué or depuis une tentative d'assassinat par le tueur en série Joseph Paul Franklin en 1978.
Ce dernier a bâti sa réputation et sa fortune sur la provocation. Ennemi juré des ligues de vertu, des mouvements féministes et religieux fondamentalistes, il est une incarnation des contradictions de la société états-unienne, dans laquelle les excès de puritanisme vont de pair avec son combat pour une pornographie libre et la liberté d'expression. Mauvaise conscience de l'Amérique, il s'appuie sur ses divers procès, dus pour la plupart aux attaques politiques lancées par son magazine, par rapport à son magazine, pour s'attaquer de front aux valeurs de la majorité morale. Il trouvait que le magazine pour hommes Playboy était ringard, alors il a inventé son propre magazine, où on ne montrait pas seulement de jolies filles nues, mais aussi leur entre-cuisse. L'industrie du porno, on le remarque encore aujourd'hui, peut aller toujours plus loin. Et en 1974, les photos dans la presse spécialisée sont encore plus érotiques. Et bientôt, ce sera l'avalanche. Alors, petite digression par rapport à celui qui y a tiré dessus. Donc, Joseph Paul Franklin, qui est un suprémaciste blanc qui n'avait, selon la légende, pas apprécié une photo d'un noir avec une femme blanche. Voilà, petite anecdote. Le grand public français a donc toutes les raisons de détester Franklin et d'applaudir Larry, ce héros de la liberté. Et justement, c'est totalement faux. On va pas se mentir, il s'est totalement inversé. Larry ne défendait pas la liberté d'expression, il défendait son business. Ses profits au détriment de la morale publique. La liberté d'expression ne consiste pas à montrer des entrecuisses, ça c'est de l'exhibitionnisme et ça n'a rien à voir avec la liberté. Dans son magazine sont traités sous forme de dessins satiriques des sujets sensibles, comme le racisme, l'avortement, la pédophilie, la zoophilie ou encore la scatologie, critiquant en ça le puritanisme américain. À ce sujet, il déclare « Les cartoons étaient une façon très amusante de fournir du sens dans le débat social. Nous avons réussi à repousser les limites, nous avons écrit l'histoire. La parodie est désormais reconnue comme une forme de liberté de parole. Elle est protégée par le premier amendement. » Larry se situait en bon progressiste dans le camp des démocrates et il avait une dent contre Donald Trump, tout particulièrement. C'est pourquoi en 2017, il a offert 10 millions de dollars à qui trouverait des informations compromettantes sur le président. Une tentative, en gros, d'impeachment sexuel. Et d'ailleurs, à part quelques petites affaires, on n'a jamais rien trouvé de flagrant sur Trump. Par contre, du côté de son opposition, on a trouvé énormément de choses. Ce qui est assez ironique. Et comme je le disais, c'est à des personnages comme lui ou Hefner que l'on doit la banalisation de la pornographie actuelle. Alors j'en ai un dernier à vous présenter, beaucoup moins connu. Il est protestant. Et alors il s'appelle John Monet. Né le 8 juillet 1921 et mort le 7 juillet 2006, est un psychologue et sexologue néo-zélandais. Il a vécu dans un environnement exclusivement féminin, ce qui l'a beaucoup affecté sur sa vision du monde et des relations hommes-femmes. En 1947, à l'âge de 26 ans, il émigre aux États-Unis pour étudier à l'Institut psychiatrique de l'Université de Pittsburgh, puis obtient son doctorat de philosophie à l'Université de Harvard en 1952. Il a été brièvement marié dans les années 50 et n'a pas eu d'enfant. Durant sa vie professionnelle, Monet fut considéré comme un expert des comportements sexuels, spécialement pour avoir démontré que le genre était un acquis, un apprentissage, plutôt que quelque chose d'inné. Plusieurs années plus tard, cependant, son cas le plus célèbre se révélera un échec. Il s'agit de la réattribution sexuelle de David Reimer, également connu comme le cas John Johan, dans le monde académique. En 1966, alors attention aux oreilles chastes, en 1966, une circoncision ratée laissa David Reimer, alors âgé de 8 mois, sans pénis. Persuadé que s'il est élevé comme une fille, David deviendra une fille. John Monet conseille à ses parents de le transformer en fille. Sur sa recommandation, 14 mois plus tard, on décida de faire de lui une fille de manière définitive. On procéda alors à une ablation des testicules et on rebaptisera David en Brenda.
Monet recommanda également un traitement hormonal lourd à base d'œstrogène, ce qui fut fait. Ainsi, une vaginoplastie à la puberté, ce qui ne fut pas fait. Il publia un nombre important d'articles affirmant que la rétribution était un succès. Avec le cas Reimer, Monet est convaincu d'avoir prouvé que le sexe biologique s'efface pour peu qu'on lui inculpe un autre genre. Il rédige de nombreux articles consacrés à ce cas. Et en 1972, un livre, Man, Woman, Boy, Girl, il y affirme que seule l'éducation fait des humains des sujets masculins ou féminins. Donc là, on a déjà la naissance de la théorie du genre. C'est lui qui en est le principal auteur. En 1997, Milton Diamond rapporta que la rétribution était au contraire un échec et que David Reimer ne s'était jamais identifié comme femme ou comporté d'une manière typiquement féminine, qu'il avait changé de traitement hormonal pour prendre de la testostérone et qu'il avait repris le nom de David à l'adolescence. Monet fut accusé d'avoir falsifié ses recherches, mais ses défenseurs répondirent qu'ils ne voyaient Reimer qu'une fois par an, durant toute la période de son application sur ce cas, qu'il n'avait eu aucun contact avec la famille de David, et après 1978, et que durant ses visites annuelles, la famille avait menti à l'équipe du laboratoire sur les progrès de l'enfant. Alors là, je reprends mot pour mot ce qu'il dit. Je me sentais comme Frankenstein, une création de laboratoire, déclara David à la presse. Dès l'âge de 6 ans, Monet l'inonde ainsi de questions lancées en rafale. As-tu le goût de faire l'amour avec des garçons? Quelle est la différence entre un garçon et une fille? Aimes-tu ce que tu as entre les cuisses? C'était comme un lavage de cerveau, avoua plus tard David au journaliste John Colapinto, lequel écrira un livre dévoilant l'affaire As Nature Made Him, The Boy Who Was Raised as a Girl. En 2000, David et son frère jumeau, Brian, déclarent que le docteur Monet a pris prétexte leur traitement pour les forcer à répéter des actes sexuels, voyant que cela les aiderait à bâtir leur identité sexuelle respective. En 2002, le frère jumeau, donc David, est retrouvé mort des suites d'une overdose des médicaments qu'il prenait pour traiter sa schizophrénie. Et le 5 mai 2004, peu après avoir rompu avec sa femme, Bruce se donne la mort. Ses parents déclarent qu'ils croient que les méthodes de Monet sont responsables du décès de leurs 2 fils. Monet répondit alors que la réaction des médias aux révélations était le fait de l'extrême droite et des mouvements antiféministes. Il déclara notamment que ses détracteurs croyaient que la masculinité et la féminité étaient d'origine génétique, de sorte que la place des femmes devait être à la cuisine et au lit. Cependant, les activistes intersexes ont aussi critiqué Monet, déclarant que l'échec dissimulé du cas Reimer avait produit à la réattribution sexuelle traumatique de milliers d'enfants. D'après ses collègues en privé, Monet aurait été mortifié par le scandale et personne ne devait l'évoquer en sa présence. Ses propres opinions se développèrent et changèrent au fil des ans. Et d'ailleurs, concernant les enfants, il a déclaré, mot pour mot, « Si j'étais témoin du cas d'un garçon âgé de 10 ou 11 ans, intensément et érotiquement attiré par un homme d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, et que la relation était totalement réciproque, alors je ne pourrais la qualifier de pathologique en aucune manière. » Donc, après avoir parlé de ces 4 personnalités plus que controversées, on va parler de la culture d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on sera tous d'accord, quel que soit notre âge, notre religion, nos relations ou nos préférences politiques, nous sommes soumis à des stratégies de communication basées, pas toutes, mais globalement sur le sexe, notamment dans la publicité et le marketing. D'ailleurs, qu'on fasse des études dans la publicité, le marketing ou le journalisme, il y a une règle qui s'appelle la règle des 4 S qui font le plus vendre. C'est sexe, sport, scandale et sang. On peut y ajouter aussi le gore et l'humour. Le sexe omniprésent se transmet par tous les canaux de communication possibles afin d'attirer notre attention, vu qu'aujourd'hui on est dans une société qui est surmédiatisée, notamment avec l'arrivée de l'Internet moderne.
Cela remonte d'ailleurs on peut d'ailleurs remonter au début du XXe siècle, avec l'apparition des premières technologies du spectacle, avec une grande portée médiatique permettant la manipulation des foules et en même temps l'information plus ou moins vraie. Alors, vous l'aurez compris, je parle évidemment de la radio et du cinéma qui ont été créés en 1895, et la télévision qui est arrivée plus tard en 1926, et, je l'ai dit, l'Internet moderne ou le World Wide Web en 1990. Cela remonte d'ailleurs on peut aller d'ailleurs plus loin, puisqu'en 1870, la société Pearl Tobacco, une entreprise américaine de cigarettes, montrait déjà des images de femmes nues pour faire vendre leurs produits et, étrangement, leurs chiffres de vente ont augmenté, ce qui a inspiré d'autres publicités et d'autres affiches de ce type pour vendre plus. À partir des années 60 et la levée progressive de la morale publique, d'abord aux États-Unis puis en Europe occidentale, on remarque que le sexe est ce qui fait vendre le plus. Contrairement d'ailleurs aux pubs démonstratives des années 50, où on doit montrer exactement l'efficacité du produit. Outre la com de masse, on retrouve un modèle sur papier dont les effets ont été trop souvent négligés, c'est les comics américains, ou les BD de super-héros, aujourd'hui c'est comme ça qu'on les appelle. Et là, je vous renvoie à l'excellent livre de Jérémy Lehu, Le monde occulte des comic books de DC Comics à Marvel, qui montre bien, outre les messages politiques d'abord des éditeurs et des dessinateurs de comics, contre d'abord le Troisième Reich, donc l'axe du mal, comme on l'appelait à l'époque, et également ensuite contre l'ennemi communiste, mais aussi en faveur des minorités sexuelles, notamment les LGBT. Les LGBT, mais aussi on peut parler des minorités religieuses. Et dans ce comics, il dit bien il le prouve à 100% que le sexe est présent depuis la création des comics. Les comics américains donc sont présents depuis leur création dans les années 30, que ce soit des écuries Marvel ou DC Comics. Et on rappellera qu'à l'époque, et même encore, ces BD américaines sont destinées aux enfants. On retrouve dans de nombreux numéros des super-héros LGBT, des scènes de violence et même des relations plus ou moins ambiguës. On citera par exemple la relation entre Batman et Robin, notamment dans des dialogues et des scènes assez explicites. Pour stopper cette déviance au début des années 50, il a été créé le Comics Code Authority, qui définit les limites pour que ces BD soient plus pudiques, mais certaines arrivent à passer à travers les mailles. Dans les années 60 apparaissent les Underground Comics, un mouvement parallèle libertaire qui prône la liberté sexuelle et ses dérives, ainsi que l'usage de drogue. Bizarrement, ces comics échappent au Comic Code Authority créé 10 ans plus tôt. Mais le public en fut informé via monsieur Frédéric Wertham, c'est ça, un psychiatre germano-américain qui prouve devant la justice américaine que les comics sont responsables de la délinquance juvénile. Il se forme une conviction qui va influencer considérablement ses travaux ultérieurs, selon laquelle l'environnement et la condition sociale ont une influence majeure sur le développement psychologique des enfants. Les parents américains prennent conscience de ces travaux et brûlent les BD en question. Les maisons d'édition tentent de se sauver en rendant les dessins plus cartoonesques, mais c'est déjà trop tard. Et c'est la fin de l'âge d'or des comics. Après avoir subi ce revers, les messages seront plus subliminaux, y compris l'hypersexualisation. La sexualité depuis toujours est validée par les maisons d'édition des comics, mais jamais personne n'a intenté de procès. Et bien entendu, le dépassement au niveau les dépassements moraux et sexuels sont présents aussi chez les scénaristes, chez les créateurs de ces contenus sur papier. Un exemple parmi tant d'autres, un homme du nom de Gerard Jones, qui a travaillé pour des scénarios de comics comme Green Lantern ou Justice League, a été condamné en 2018 car il faisait le commerce de clichés et de vidéos pédopornographiques.
D'ailleurs, toujours dans la même œuvre de Jérémy Lehu et de Pierre Hillard, il cite un écrivain du nom de Serge Monast, donc poète, essayiste et auteur canadien, plus précisément. Donc je le cite. « Cette libération sexuelle sera le moyen ultime par lequel il nous sera possible de faire disparaître de la conscience populaire toute référence au bien et au mal. L'effondrement de cette barrière religieuse et morale nous permet d'achever le processus de la fausse libération de l'homme, de son passé, mais qui en réalité est une forme d'esclavage, qui sera profitable à nos plans mondialistes. » Il me semble qu'il avait dit, il avait dit ça dans les années 70 ou 80, donc il était déjà en avance sur son temps, bien avant qu'on traite tout le monde de complotiste. En avance surtout, il ne manque plus que Bluebeam. Aussi. Mais c'est pas fini. Cette porte ouverte pour l'encouragement à la sexualité chez les jeunes, à la liberté sexuelle, au divorce, à l'avortement, à la reconnaissance légale des diverses formes d'homosexualité, nous aidera à modifier en profondeur les bases historiques du droit légal des sociétés. Elle sera un atout majeur pour pousser l'ensemble des individus à un relâchement des mœurs. Alors aujourd'hui, depuis les années 70 et 80, l'industrie du spectacle a obtenu plusieurs autres leviers. Alors on peut citer le cinéma, la musique, le théâtre, les spectacles de scène et du music hall, même si aujourd'hui cette partie-là est progressivement abandonnée, sauf par quelques connaisseurs et par quelques fans. La télévision, le cirque, le jeu vidéo et plus récemment la mode et le sport. Alors on va commencer par celui qui semble le plus évident, c'est le cinéma. Dans les premières années du cinéma américain, un personnage d'animation se fait remarquer auprès des enfants, dès les années 20. C'est Betty Boop. Ou comment transformer et utiliser une icône du cinéma d'animation. D'abord représentée dans ses premiers essais, dans ses premiers courts-métrages en femme pudique, avec une robe longue, puis une robe courte à la jarretière, puis à une icône patriote, typiquement américaine, mais féministe dans l'âme. Dans les dessins animés des années 50, elle faisait l'apologie de la masculinité toxique aux yeux de beaucoup de petites filles. Et toujours aussi en ce qui concerne Hollywood et les premières années de l'âge d'or d'Hollywood, le premier film montrant de l'hypersexualisation est L'initiation de Bimbo. Alors c'est un tout petit film de moins de 10 minutes. C'est un court-métrage sorti en 1931 et produit par la Paramount Pictures. Il a été créé par les studios Fleischer et met en scène Bimbo, le soupirant de Betty Boop. Bimbo est un jeune personnage qui se retrouve forcé d'entrer dans une société secrète, l'ordre mystique du Kuku Mahacha. Piégé, intimidé, menacé, torturé et abusé, l'initiation de Bimbo se terminera avec la possibilité, voire l'obligation, d'avoir un rapport sexuel avec Betty Boop. Ce dessin animé est le témoignage d'époque d'un système de compromission, de trafic sexuel et de pédocriminalité déjà bien établi à Hollywood dans les années 30. C'est le dernier cartoon à avoir été animé par le créateur original du personnage, Monsieur Grim Natwink. On notera d'ailleurs dans ce petit court-métrage que Betty Boop a des oreilles de chèvre et un regard extrêmement malsain. Les premières décennies du XXe siècle sont trop puritaines, malgré cela, pour faire apparaître des vraies femmes dans des positions trop suggestives. On préféra jusqu'à la fin des années 40 le modèle de la pin-up, qui reste pour beaucoup une éloge à la beauté féminine et contre la solitude des soldats américains qui partent faire la guerre. Notamment, on a par exemple beaucoup d'exemples de soldats américains qui se tatouaient des pin-up pour partir en guerre et pour ne pas trop se sentir seul. Et donc, je disais, pour faire la guerre, qu'une représentation érotique et faussée de la femme. Dans les années 50, on voit d'ailleurs sortir en France le premier roman faisant l'apologie de la pédophilie. C'est le roman Lolita de Vladimir Nabokov, qui sera adapté en 1962 en film par Stanley Kubrick. Alors,
Pour beaucoup, bien sûr, l'hypersexualisation aujourd'hui est une perversion qui représente un commerce de plusieurs milliards. Mais cela cache des raisons secrètes que l'on peut difficilement voir. On peut citer comme exemple les images sexuelles subliminales dans les films de Walt Disney, qui sont aujourd'hui, notamment avec les vidéos sur YouTube, des personnes qui le montrent, des images subliminales ou même de mots comme sexe, ou alors des images dénudées qui durent environ quelques millisecondes, mais qui s'imprègnent dans le cerveau des jeunes. Ça existe dans les films d'animation de Disney depuis toujours. Important. On a également aujourd'hui les dessins animés LGBT. Alors aujourd'hui, dans les dessins animés américains, on a depuis 2010, on peut remonter à bien plus loin, mais depuis les années 2010, on a, que ce soit sur les dessins animés Disney, sur Netflix ou sur Cartoon Network, tous les dessins animés américains contiennent forcément un personnage LGBT, soit homosexuel, soit lesbienne, soit pansexuel. C'est toujours c'est toujours au moins un qui est présent. Et quand on écoute d'ailleurs les scénaristes qui bossent dans l'industrie des dessins animés et quand on leur demande, quand on les interviewe sur le fait de mettre des personnages LGBT, alors que c'est destiné aux enfants, pour eux, il n'y a pas de problème, c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui. Mais c'est toujours très ambigu, mais il y a un moment, il y a toujours un personnage qui dit I am gay ou I am lesbian. Alors pour n'en citer que quelques-uns, donc il y a Les Simpsons, Futurama, Adventure Time, American Dad, South Park qui est pourtant un dessin animé connu pour son politiquement incorrect, Bee and Puppycat, Tuca and Bertie's, F is for Family, Miraculous, Tales of Ladybug and Cat Noir, The Dragon Prince, Big City Greens, Voltron, Legendary Defense. Et on peut aussi citer un autre dessin animé sur Netflix qui a fait beaucoup controverse, c'est Big Mouth aussi, qui est censé présenter la puberté aux jeunes. Et le fait que la masturbation c'est tout à fait normal. Enfin, voilà, il le montre, il montre des images qui sont évidentes, mais ça reste du domaine du privé. On peut aussi chez Disney, on peut parler aussi des films récents comme La Reine des Neiges 1 et 2 qui reprennent leur histoire sur des vrais romans qui sont d'un célèbre auteur danois, mais il faudrait que je retrouve leur nom, mais que Disney reprend à sa sauce et qui transforme en des odes au lesbianisme. On peut parler aussi du remake de La Belle et la Bête, où un personnage masculin fait son coming out, ce qui vaudra au film d'être censuré dans plusieurs pays musulmans, notamment la Malaisie. Pour quitter les dessins animés, on peut aussi parler des séries Netflix qui parlent de sexe, que ce soit chez les adultes ou même chez les plus jeunes, ou qui montrent des scènes de sexe qui sont évidentes. Donc on peut parler du film Mignonne, les séries comme Oh Ramona, High Society, Berlin Syndrome, Lost Stories, Amar, Dry Martina, Ride or Die, Sex Life, Sexify, Young Royals, Newness, 3 mètres au-dessus du ciel, Call Me By Your Name, Love Simon, Été 84, la série Elite aussi, Sex Education, La Chronique des Bridgertown, Outlander, Orange is the New Black, qui parle de l'homosexualité chez les femmes en détention, Qui a tué Sarah, Valeria, Young Royals, Gossip Girl, Skins, la série Easy aussi, The Naked Director, Too Hot to Handle,
Plus on est de fous, Sex, Love and Goop, Sex and Love Around the World. On peut parler aussi des films hollywoodiens de ces 20 dernières années, comme Le Loup de Wall Street, Birds of Prey, Sex and the City, Desperate Housewives. On peut parler aussi des films American Pie ou les films Scary Movie, ou même plus récemment dans les films Suicide Squad, le personnage de Harley Quinn joué par l'actrice australienne Margot Robbie, qui est aujourd'hui dans les films est représentée comme une femme schizophrène. Petit message subliminal par rapport au MK Ultra. Le personnage de Harley Quinn est schizophrène et un peu folle sur les bords, si on veut parler crûment, et qui est aujourd'hui un modèle pour plein de jeunes filles. On peut aussi parler d'un film qui a aussi été repris d'un livre d'une féministe qui s'appelle, je pense que vous le connaissez, c'est 50 nuances de Grey. Autorisé à partir de 12 ans en France par le CNC. Et donc, pour conclure sur toutes ces listes, les adolescents qui sont dans la tranche d'âge visée sont désorientés et ébranlés au-dessus de leur orientation sexuelle. En s'adonnant au désir de l'industrie du sexe ou même du spectacle, on en devient dépendant et on est poussé à chercher une jouissance toujours plus grande. Cela amène à des débordements de violence, d'agressivité gratuite et de torture mentale. D'ailleurs, je reviens juste sur les dessins animés. Aux yeux des enfants, on a tendance à sous-estimer, notamment pour les parents, mais c'est sociologiquement très important parce qu'ils participent à la socialisation primaire de l'enfant, à leur transmettre des valeurs. À travers les dessins animés, on y inculque des valeurs de la société. Mais malheureusement, comme je le disais, l'industrie du spectacle instruit les enfants au même titre que les parents et que l'éducation. Et outre les enfants, les adolescentes depuis 20 ans plébiscitent au cinéma et la télévision des histoires d'amour avec des vampires. On citera les séries de films Twilight ou True Blood ou The Vampire Diaries ou même Buffy contre les vampires. Alors, bien entendu, ça ne sort pas de nulle part, hein, parce que il y a énormément, on a tendance à ne pas en parler, mais il y a énormément de célébrités qui ont dû passer par l'industrie du X avant de se faire connaître. Alors, je vais pas tous les citer, mais en tout cas, je vais vous citer les plus célèbres. Tout d'abord, on a Arnold Schwarzenegger. Avant d'être connu du grand public, au début des années 80, il a posé pour le magazine homosexuel américain After Dark. Assez ironique, d'ailleurs, venant de la part d'un républicain anti-LGBT. Mais cela montre déjà au début des années 80 la puissance des droits homosexuels à l'époque, notamment après les hippies et la libération sexuelle. On a aussi David Duchovny, un acteur qui, avant de jouer dans X-Files et dans Californication, c'est une série qui insulte la religion catholique et qui encourage des jeunes filles au sexe facile et à la poufiasserie. Il a joué dans la série érotique des années 90, Red Shoe Diaries. On a aussi Frank Sinatra, un célèbre chanteur qui a avoué son passé en 1934. Le célèbre chanteur aurait tourné dans Le Bandit masqué, un film porno pour la maudite somme de $100 de l'époque. On a aussi Sylvester Stallone. Ça aussi, ça m'avait étonné. Au début des années 70, alors qu'il essayait d'échapper à la police, il avait désespérément besoin d'argent. C'était bien avant le succès de Rocky. Il avait tourné dans un film porno soft qui s'appelle The Party and Kitty and Studs. Ironie de l'histoire, il a été payé $200 pour seulement 2 jours de travail. On a aussi, plus récente, on a l'actrice Cameron Diaz. À seulement 19 ans, en 1991, donc bien avant le film The Mask avec Jim Carrey, sorti en 94, elle a tourné dans un clip érotique qu'elle tente encore aujourd'hui désespérément de supprimer du web. On a aussi l'acteur Kevin Costner, qui au début de sa carrière, qui a l'emblématique réalisateur de Danse avec les loups, a joué dans un film érotique, Sizzle Beach USA,
Et pour finir, du côté des stars américaines, on a aussi Francis Ford Coppola, qui est le réalisateur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le réalisateur du Parrain, le film Parrain avec Marlon Brando, qui, lui, par contre, il ne s'est pas dénudé face à la caméra dans un film pour adultes. Par contre, il a commencé sa carrière en réalisant plusieurs films érotiques au début des années 60. C'est pas forcément son souvenir de carrière le plus brillant. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à l'érotisme. Érotisme ou pornographie, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est l'obscénité. Et en France, au niveau des célébrités qui commencent par là, on n'est pas en reste. On a par exemple Kim Kardashian. Avant de devenir une star de télé-réalité, une femme d'affaires, elle s'est fait connaître avec sa sextape avec son petit ami de l'époque. Avant d'être connue avec les stars de les anges de la télé-réalité, et tout ce qui s'ensuit. On a aussi Catherine Ringer, la star des Rita Mitsuko, qui n'a jamais renié son expérience dans le porno. Et avant de faire carrière dans la musique, elle a tourné dans une vingtaine de films X, sous son vrai nom ou sous les pseudonymes de Lolita Danova, Betty Davis ou Yvette Le Mercier. Le grand public découvre son passé dans cette industrie en 1986, l'année de la sortie du tube Handy. 4 ans plus tard, sur le plateau de l'émission Mon Zénith à moi, elle se fait humilier publiquement par Serge Gainsbourg qui la qualifie de pute. Voilà. Donc si je vous parle bien sûr de l'industrie du X et des célébrités, c'est que aujourd'hui la frontière est de plus en plus floue. On va pas se mentir. C'est en tout cas pour ceux qui travaillent là-dedans depuis des années, c'est irréfutable. L'industrie de la pornographie à Hollywood est plus lucrative que les grandes productions, selon la Barbara Nicolosi. La banalisation de la pornographie n'est pas une nouveauté à Hollywood. C'est ce qu'elle explique sur le site Life Seat News. L'émission Friends, par exemple, diffuse régulièrement des plaisanteries sur des garçons visionnant de la pornographie et des filles qui l'acceptent, voire qui l'encouragent. Pour Madame Nicolosi, ce laxisme de l'industrie du spectacle tient à la fois du fait que le porno est une affaire plus lucrative encore que la production classique de Hollywood, mais aussi que de nombreux professionnels s'en font un complément de revenus au noir. Aujourd'hui, les États-Unis hébergent 60% des sites internet porno. Et la plupart sont conçus dans la vallée de San Fernando, donc très peu connue, qui est aussi une ville qui a une encablure de Hollywood. Elle ajoute, c'est un petit secret honteux qui dure depuis des dizaines d'années. Beaucoup de gens qui ont besoin d'un peu plus d'argent vont faire des cachets dans le monde glauque de la pornographie. On a tout, des assistants, des techniciens, des agents de post-production, etc. De quoi expliquer pourquoi le X paraît banal à beaucoup de monde dans l'industrie du cinéma. Fut un temps, Barbara Nicolosi avait un bureau qui surplombait la cantine des adolescents à Hollywood. C'était une structure pour jeunes gens arrivés avec le rêve de devenir des célébrités, mais qui avaient été aspirés par l'industrie du porno. Ils s'étaient tous assommés par la drogue, et leur regard avait perdu toute lumière, se souvient-elle. Les gens doivent savoir que leur consommation de porno fait des victimes. D'ailleurs, vous pouvez être sûr que quand il y a une scène de sexe ou une nudité plus ou moins explicite dans un long métrage grand public, il se retrouvera toujours sur un site porno. Ça c'est clair et net. Donc vous l'aurez compris, l'industrie du spectacle par les écrans, donc que ce soit la télévision ou le cinéma, sont les meilleurs vecteurs de propagande de l'hypersexualisation. Mais pas que. On a aussi l'industrie musicale, qui aujourd'hui rapporte beaucoup moins que certains médias, que je citerai juste après. On a par exemple les girls bands comme Five Harmony, ou les chanteuses solo comme Camila Cabello, Ariana Grande, Lady Gaga, Madonna, Rihanna, Katy Perry, pour ne citer qu'elles. Ce sont des chanteuses qui sont dans l'hypersexualisation, que ce soit sur la jaquette de leurs CD ou dans leurs clips musicaux, dans des positions ou dans des paroles très suggestives. La plupart d'entre elles, comme dans le cinéma, sont d'ailleurs obligées d'accepter les avances des producteurs qui les tiennent par l'argent et le pouvoir. Alors pour parler d'un média aujourd'hui qui dépasse toute concurrence, aujourd'hui notamment avec le confinement, c'est le jeu vidéo. Le jeu vidéo qui est un média capitaliste en hausse et en constante évolution depuis les années 80.
Depuis le confinement de 2020, ce dernier rapporte 4 fois plus d'argent que l'industrie du cinéma et 6 fois plus que la musique. On peut même monter jusqu'à 8 fois plus, si je me souviens bien. Mais il n'est pas différent des autres en termes d'hypersexualisation. Il reprend les mêmes codes en moins original et en plus obscène. Vous allez comprendre. Et là, je vous renvoie au livre de Adrien Sajous, Sociologie du gamer, où il parle notamment du lien caché entre le jeu vidéo et le X. Donc là, je cite ce petit paragraphe. Il existe un lien caché entre le jeu vidéo et le porno, avoué implicitement ici ou là dans le gigantesque marasme culturel des jeux en ligne, des réseaux sociaux et de tout ce qui se passe à travers l'Internet moderne. Les personnages virtuels féminins ont toujours un physique très avantageux au-delà du réalisme, des formes extrêmement plantureuses comme dans la pornographie, qui se caractérisent aussi par l'obscénité et la démesure dans tous les domaines. Mais même les joueurs s'en amusent. Les images de profil, tout comme les noms de guildes ou d'équipes virtuelles, sont parfois issus de sites pour adultes ou d'actrices de l'industrie. Le lien caché entre le jeu vidéo et le porno réside dans leur nature profonde et commune de substitut. Substitut donc qui est tout bonnement remplaçable. Le rapport qu'un joueur entretient avec le virtuel est le même que celui qu'il entretient avec le porno. Ce rapport est celui qui lie le gamer aux représentations de substitution. Donc là, je vais vous donner un témoignage de Tom Gidler, qui est responsable d'un site porno en réalité virtuelle sur Internet, qui a avoué lors d'un entretien publié par le média officiel russe Radio Sputnik que les contenus porno constituent la force qui alimente la recherche et les ventes des lunettes spécialisées comme l'Oculus Rift. En sachant que ce média, principalement, ce sont évidemment des jeunes qui le consomment. Alors que la réalité virtuelle s'insinue de plus en plus dans la vie quotidienne, notamment avec l'arrivée du métaverse de Mark Zuckerberg, Gidler estime qu'elle va totalement bouleverser la manière dont nous profitons de nos loisirs, ainsi que notre manière d'interagir avec le monde. Gidler Todd, qui compte bien s'enrichir en profitant des passions les plus viles et des pouvoirs d'addiction de la pornographie, n'en ose pas moins assurer qu'il est au service de la sexualité humaine. Au-delà de la simple pornographie, il va jusqu'à vanter les mérites sociaux de ces produits. Nous sommes à la recherche d'une solution d'auto-assistance, une solution de thérapie sexuelle qui, espérons-nous, aidera les gens à devenir de meilleurs amants. Ce qui caractérise la VR, c'est d'être immersive, c'est d'être un agent empathique, qui vous permet de vraiment construire de l'empathie. En termes pornographiques, j'appelle cela de l'érotisme empathique. Le monde du divertissement et des stars est rempli de prédateurs à Hollywood. C'est une véritable institution sexuelle qui amène à la pédophilie de réseau. Les jeunes gens sont traités par les producteurs de télé et de cinéma comme de la marchandise. Et on a énormément d'exemples, mais on a par exemple Corey Feldman, l'acteur qui a joué dans les Goonies ou dans les Gremlins, qui avait témoigné de réseaux pédophiles à Hollywood. On a aussi Elijah Wood également, qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux, qui l'a plus récemment également, mais c'est un excellent exemple. On a aussi le jeune acteur aussi qui a joué dans Terminator, dont j'ai oublié, c'est Edward Furlong aussi, qui à partir des années 2000 a commencé à prendre de la drogue et a pris une immense pente descendante. Donc le vidéoludisme en fait partie également. On a aussi également dans l'hypersexualisation, on a la mode. Là, on a la mode des petites miss aux États-Unis qui se démocratise depuis plusieurs années dans les pays occidentaux, mais surtout dans les pays anglo-saxons. Ce qui amène des filles de plus en plus jeunes à tenter leur chance dans les milieux de la mode. Elles sont des proies faciles pour les agents qui les tiennent par des contrats et des visas. On se rappellera d'ailleurs tous les contacts de Jeffrey Epstein et ses chantages envers plusieurs personnalités avec son jet privé, le Lolita Express. Sans oublier tous les mannequins qui, depuis 2019, ont témoigné contre lui et sur ce qui se passait sur son île privée. Alors également, pour terminer sur les médias, il y a également le sport. Le monde du sport, qui est plus particulièrement le milieu footballistique, qui est d'ailleurs le plus médiatisé, le plus sponsorisé.
Il y a qu'à voir aujourd'hui le nombre de pubs qu'il y a sur les stades de foot, notamment en ce qui concerne le foot féminin. Ils ont mis carrément la dernière fois, il me semble, un énorme logo de TikTok en plein milieu du stade. Donc pour dire le niveau, quoi. Alors et ce qui est devenu au fil des témoignages et des lanceurs d'alerte, c'est devenu un nid mondial à business et de trafic de jeunes garçons. Notamment, il y a aussi beaucoup de témoignages de jeunes Africains qui tentent leur chance en Asie du Sud-Est et qui se retrouvent à travailler et à gérer des stades de foot, notamment clandestinement, comme s'ils étaient des réfugiés, alors qu'à la base ils étaient venus en tant que professionnels. En réalité, il y a très peu, environ 1 ou 2% des vrais footballeurs qui gagnent bien leur vie. Aujourd'hui, ceux qui réussissent vraiment les joueurs africains qui tentent leur chance en Asie, ceux qui réussissent vraiment, c'est pas en Asie du Sud-Est, c'est essentiellement en Chine ou au Japon. Alors pour ne citer que trois affaires les plus récentes, on a eu en 2016 ou en 2014-2016 un énorme scandale en Argentine où des jeunes footballeurs ont été obligés de se prostituer au sein des grands clubs. On a aussi, plus récemment à Haïti, l'ancien ministre des Sports qui a été accusé de viols répétés sur des garçons mineurs. Ou plus récemment aussi, Donny Robert qui avait parlé sur sa chaîne YouTube de l'affaire Mbappé, où il est question de pédocriminalité et de corruption dans le monde sportif. Et donc, on va terminer par l'Internet. Donc, et surtout par les réseaux sociaux qui, pour beaucoup, sont le signe d'une ubérisation par le marketing. Tous les médias sociaux, sans exception, ont toujours voulu attirer les jeunes, car ce sont eux qui ont le plus à même de faire un maximum de recherche, créant ainsi plus d'algorithmes et également plus de dépendance en exploitant nos faiblesses, notamment via les différentes en jouant sur notre psychologie également. Vous allez comprendre. Donc Facebook, qui aujourd'hui pour beaucoup, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est surtout un réseau social de boomers, sans jugement apparent, mais qui pendant longtemps a attiré les jeunes collégiens. LinkedIn qui attire les jeunes professionnels, WhatsApp qui attire les jeunes qui ont plus de contacts, et Twitter qui attire les jeunes qui sont plus réactifs. Pour ne citer que ces médias sociaux. Concernant l'hypersexualisation, les valeurs qui sont transmises aux jeunes sont la liberté, la flatterie et le sexe pour argent facile, en plus des différentes méthodes pour les rendre accros en leur procurant en jouant quand je disais qu'ils jouaient sur notre psychologie, notamment sur la dopamine, l'hormone du plaisir, le fait de nous garder le plus longtemps sur ces plateformes. Donc il y a deux facettes de l'ubérisation, notamment en ce qui concerne l'hypersexualisation. Il y a deux facettes. C'est l'ubérisation du charme, et il y a un média social qu'aujourd'hui tout le monde connaît, c'est TikTok. Une application mobile de partage de vidéos et de réseautage social qui a été lancée en septembre 2016 et développée par l'entreprise chinoise ByteDance pour le marché non chinois. TikTok a fait une entrée fracassante dans l'univers virtuel depuis 2016. Il jalonne de près les réseaux traditionnels et s'érige comme l'ultime favori de la génération Z. La génération Z, ceux qui sont nés après l'an 2000. Entièrement dédié au format vidéo, TikTok plonge les jeunes dans un gouffre hypnotisant. Pour beaucoup, c'est comme ça qu'ils le décrivent. Les yeux rivés sur les écrans des adolescents en quête de repères identitaires, se délectent de ces images idéalisées, mais derrière cette façade dorée se cachent de sombres dérivés. On a, comme par exemple sur Instagram, on a le narcissisme qui déborde, le culte de la perfection, les jeux d'argent, l'hypersexualisation, bien sûr, les challenges aussi, qui sont de plus en plus sinistres. Les plus jeunes sont exposés à une large palette de dangers, aux antipodes de cette époque ultra connectée. Les parents restent alors souvent désarmés. Pour protéger les enfants de ces êtres malveillants et de contenus choquants, la prévention est le maître mot.
D'après l'agence Even #BornSocial, en novembre 2019, 45,7% des moins de 13 ans déclaraient utiliser TikTok. En moyenne, le temps passé sur le réseau social est de 48 minutes par jour. Mais dans les abysses de ce support adulé, les déviances se comptent au pluriel. Portable en main, des enfants tombent dans le piège de l'influence. Face à ce fléau 2.0, les parents manquent cruellement d'informations. Pour éclairer pères et mères déboussolés sur ces vices pixelisés, l'association e-Enfance a créé un guide bienveillant, un appel à la prudence qui résonne comme un cri d'urgence. D'ailleurs, le 16 février dernier, l'UFC Que Choisir et d'autres associations ont attaqué TikTok en justice pour non-respect du droit des mineurs. Les enfants se retrouvent confrontés très tôt à une hypersexualisation des corps. Si TikTok renferme des chorégraphies captivantes, il met aussi en libre service des vidéos de danse à la frontière de la vulgarité. On appelle ça les WAP Challenge, qui en sont un exemple emblématique. Sur le titre éponyme de la chanteuse Cardi B, les internautes s'affichent dans des positions sulfureuses et volontairement suggestives. Même constat sur le Buzz It Challenge. Au-dessus des vidéos, les jeunes filles se trémoussent sagement en tenue dans une tenue peu avantageuse. Puis la transition s'opère, on les voit avec des vêtements moulants dans beaucoup de séances de twerk. Dernièrement, le Silhouette Challenge, brûlé sous le feu des projecteurs. Alors le principe, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est utiliser un filtre rouge disponible sur TikTok pour se filmer en ne laissant apparaître que sa silhouette. Or, des personnes malveillantes ont trouvé une astuce pour ôter ce camouflage et voir ce qui se cache en dessous. Devant l'ampleur du phénomène et des potentiels risques de revenge porn, la gendarmerie française a pris la parole sur la toile et elle appelait le grand public à la plus grande prudence. Alors évidemment, qui dit hypersexualisation, qui dit prédateur sexuel. Les ados n'hésitent pas à adopter ces codes extrêmement sexualisés. Si TikTok est une mine d'or pour les prédateurs sexuels à la recherche de proies fragiles. Dans sa vidéo La face cachée du TikTok, le youtubeur Le Roi des Rats avait mené une enquête approfondie sur ces déviances. Le justicier du web levait le voile sur de nombreux non-dits. Il évoque avec justesse les coulisses glaçantes du réseau chinois. Il alertait notamment sur l'infiltration de pédophiles sur la plateforme. Et en août 2017, un père de famille américain avait sonné l'alarme puisque sa fille de 7 ans avait reçu des propositions sexuelles d'un adulte. Donc ça, c'est la première facette, l'ubérisation du charme. Et ensuite, on a l'ubérisation du sexe via, aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus, mais il y en a une qui a lancé la mode, c'est OnlyFans. Donc, définition de OnlyFans, réseau social au service d'abonnement créé en 2016 par une entreprise qui est basée à Londres. Les créateurs de contenu peuvent gagner de l'argent grâce aux utilisateurs qui s'adonnent à leur contenu, qu'ils appellent les fans. Le site permet aux créateurs de contenu de recevoir un financement directement de la part de leurs fans sur une base mensuelle, ainsi que des pourboires ponctuels ou via la fonctionnalité de paiement à la vue. Ce service héberge principalement des mannequins et des personnalités qui postent du contenu érotique, voire pornographique, mais également le travail d'experts en fitness, de musiciens et d'autres créateurs qui publient régulièrement en ligne. Il a créé ce que l'on appelle l'ubérisation du sexe, je l'ai dit. Aujourd'hui, grâce à son smartphone, n'importe quelle jeune fille peut sexualiser et vendre son corps pour de l'argent via des photos ou des vidéos, ce qui est non négligeable, surtout en période de crise économique et de confinement que l'on a tous vécu. Il y a de plus en plus de jeunes filles en rate d'argent qui se sentent obligées de finir d'être sur cette plateforme. La monétisation par le soft porn, donc le porno doux qu'on appelle l'érotisme, mais c'est pareil, on l'appellera comme on veut. Et la monétisation par le soft porn est le futur moteur d'Internet pour beaucoup. Mais les jeunes filles attirées par l'argent facile et le glamour ont des obligations envers leurs femmes, qui peuvent la suivre en dehors de leur compte. Elles sont du coup dans l'obligation d'éviter les harceleurs, les propositions d'actes sexuels ou des propositions de tournage de films X. Ça peut devenir un cercle vicieux même si elles suppriment le contenu et même leur compte.
Si elles ne sont pas prêtes psychologiquement, cela peut vite devenir traumatisant. Donc pour conclure cette partie sur les médias, sur les effets néfastes. Donc aujourd'hui c'est indéniable. Un enfant a aujourd'hui accès à tout le visuel accessible. Cela nourrit son imaginaire avant même son entrée dans l'âge de la sexualité. En effet, l'adolescence est une phase de construction identitaire, une période de changement de nouvelles aspirations, et c'est à ce stade que les rapports sociaux prennent forme chez l'adolescent, ce qui le rend particulièrement réceptif aux modèles ambiants. S'il s'est avéré que les adolescentes filles, que ce soit des filles ou même des garçons, sont marqués par certains messages médiatiques au point de modifier leur rapport à l'autre, c'est la construction de l'identité sexuelle des adultes de demain qui est en jeu. La précocité des relations sexuelles est un premier type d'influence de la sexualisation des médias sur les jeunes. En effet, des études ont établi un lien significatif entre la qualité de contenu sexuel visionné par les jeunes à la télévision ou sur Internet et leur choix de devancer l'exercice de comportements sexuels dans l'année qui suit. On peut se demander si les filles font réellement le choix de vivre une sexualité précoce ou s'il faut y voir l'effet de la pression des médias. Ces jeunes filles adopteraient-elles le même type de sexualité sans l'influence de la pornographie médiatisée ? Le fait d'être exposé à des contenus sexuels par les médias entraînerait aussi un effet d'adhésion aux stéréotypes sexuels. En effet, les adolescents risquent d'en venir à s'approprier les stéréotypes et à les intégrer dans leur vie de toujours. La majorité des jeunes ont conscience que ces films ne sont pas la réalité. Cependant, ceux-ci peuvent tout de même avoir un impact désastreux sur une minorité d'entre eux. L'abondance des messages sexuels dans les médias peut pousser les jeunes à valoriser une image corporelle qui constitue pour chaque sexe un modèle corporel unique qui ne laisse pas de place à la variété des formes, des âges et des tailles. Les jeunes subissent une pression énorme pour se conformer à ce modèle influencé par cet idéal de beauté. Les filles et les garçons sont convaincus qu'ils doivent s'y conformer pour se réaliser et deviennent ainsi obsédés par leur image corporelle, ce qui a pour incidence de générer une insatisfaction corporelle très élevée. On sait que les personnes ayant une image corporelle négative ont une vision déformée de leur apparence et des différentes parties de leur corps, ce qui va avoir pour effet de générer ce qu'on appelle une mésestime de soi et un manque de confiance en soi. Chez les filles, elles vont vouloir se conformer à un idéal marqué par la minceur, ce qui peut les conduire à des troubles du comportement alimentaire graves, alors que chez les garçons, les stéréotypes masculins font la promotion d'un corps fort, endurant et musclé. Ce qui nous amène donc, il fallait bien que j'en parle, c'est la pornographie, qui est aujourd'hui qui a aujourd'hui une emprise sur le monde et sur les esprits. Sur le monde de manière globale, en sachant qu'aujourd'hui, on est presque 8 milliards d'êtres humains, presque bientôt 8 milliards d'êtres humains au monde. Et qu'aujourd'hui, cette année, là, plus récemment, il y a environ 4,8 milliards d'habitants, enfin, de terriens qui ont accès à Internet. Donc, je vais revenir sur mon autre conclusion. Donc, l'hypersexualisation féminine. Quelle que soit leur personnalité, toutes les femmes sont confrontées au modèle de féminité mis en valeur par la société. Essayer de réussir ce modèle qui est présenté au travers de publicités, de films, de journaux, de livres et via Internet représente un véritable parcours du combattant. Pour une femme, ce doit être séduisant et attirant sexuellement, sans avoir l'air d'apparaître trop directement intéressée. Par la sexualité du même ordre, la femme se doit d'être orgasmique, tout en conservant un aspect digne et en aucun cas vulgaire. Car si elle se montre trop ouvertement sexuelle, elle risque de se sentir jugée négativement. Depuis quelques années, on assiste à l'émergence d'un phénomène de plus en plus présent. Ça s'appelle l'érotisation de l'image corporelle des filles, qui en font des enfants-femmes sexués. En 2005, dans un ouvrage intitulé « La sexualisation précoce des filles », les chercheuses en sciences de l'éducation Pierrette Boucher et Natacha Bouchard ont défini l'hypersexualisation comme un phénomène qui consiste à donner un caractère sexuel à un comportement ou à un produit qui n'en a pas en soi. Cette définition présente l'avantage de pointer le phénomène de sexualisation précoce, dont les jeunes filles, mais également tout leur univers de socialisation, sont l'objet de phénomènes
qui leur serait imposée de l'extérieur, à savoir le monde des adultes et la société en général. La psychologue québécoise Sylvie Richard Bessette caractérise l'hypersexualisation dans son ouvrage sur les différences sexuelles, le féminisme et la sexualité de 2006 comme un usage excessif de stratégies axées sur le corps dans le but de séduire. Elle peut s'entendre de deux manières. Soit elle est mise en œuvre par les jeunes filles, soit elle l'est à travers la publicité, les médias, la radio et Internet, comme j'ai développé précédemment. On définit la personne seulement par son sex appeal ou son comportement sexuel en excluant les autres aspects de la personnalité. On ne retient que ce qui est physiquement attirant et défini comme sexy. La personne est présentée comme un objet sexuel, objet à utiliser et non une personne capable de faire ses propres choix. La publicité accentue cette idée encore bien implantée dans l'imaginaire que les femmes seraient toujours disponibles sexuellement. Elle se caractérise par un usage excessif de stratégies axées sur le corps dans le but de séduire et apparaît comme un modèle de sexualité réducteur qui inspire des stéréotypes véhiculés par la pornographie. Donc on a comme modèle on a l'homme dominateur, les femmes objets séductrices et soumises, et on a également tout ce qui s'ensuit, à savoir on a de tout, on a le hardcore, le gangbang. Le gangbang d'ailleurs qui en termes en argot américain qui veut dire viol collectif. Donc c'est voilà, petite précision qui tout ça entraîne forcément de la tristesse mentale, de la misère sexuelle, pour ne citer que cela. L'hypersexualisation a une tendance à ramener l'identité des individus à leur seule dimension sexuelle. Aussi, sachant que les médias occupent une place importante dans la vie quotidienne, on peut se poser la question de l'impact sur le jeune public des représentations des genres, incluant les codes de la pornographie. Il y a 30 ans, il était peut-être possible de ne pas subir l'imagerie. Aujourd'hui, cela semble impossible. Les radios, les clips, les bandes dessinées, les télévisions, Internet montrent le corps, le sexe et la jouissance. Cet empire des images régit les représentations. Donc là, c'est pour ne citer que le côté féminin, mais il y a également l'hypersexualité masculine, qui est quand même qui est tout de même moins développée parce que comme je l'ai dit, ce sont avant tout les femmes qui sont visées. Une notion particulière apparaît, c'est l'hypervirilité. Il s'agit de la diffusion des codes et attitudes qui vantent une sexualité active, le machisme, le sexisme, la misogynie est violente, fondée là aussi sur des codes pornographiques. Ce phénomène s'inscrit sur le corps, un corps beau et musclé, endurant et entretenu, que l'on retrouve dans la publicité. Ici, le terme d'hypervirilité traduit l'influence de certains codes et messages à caractère sexuel et sexiste, attribués aux garçons dans leur relation au corps et aux jeunes filles. Leurs idoles, chanteurs, héros de jeux vidéo et de films sont représentés comme des êtres libres et forts, ayant un pouvoir qui est au-delà de l'humain, qui est surnaturel. D'ailleurs, on trouvera très rarement du réalisme dans les jeux vidéo, au passage. Ayant un pouvoir dans la relation amoureuse, voire insensible, voire même obsédé. Alors ça, c'est une analyse assez globale, mais il y a une évolution dans tout cela. Aujourd'hui, la culture de l'image et la technologie qui facilite et amplifie l'accès à l'imagerie pornographique ouvre d'autres questions. L'image et le modèle actuellement proposé par cette industrie peut poser à certaines adolescentes en quête de construction comme un point de décollage pour agir là où les mots de l'adulte font défaut. Une des dérives du porno joue alors sur la fougue compulsive de l'adolescent en manque de mots, en manque d'affectif. En effet, fabriquée comme un film de fiction, la pornographie donne une vision irréelle de la vie, d'autant plus fascinante pour les adolescents en quête d'identité qu'elle simplifie la donne. Caricature sexiste et violente, d'une sexualité dont sont évacuées toutes les dimensions relationnelles et émotionnelles, tout consentement entre partenaires. Alors évidemment, il y a toujours eu, comme je le disais, et comme on le sait, ça se vérifie historiquement, il y a eu toujours des dérives sexuelles
notamment chez on peut citer les empereurs romains comme Néron qui regardait Rome brûler. On voyait aussi des dérives sexuelles chez les élites. Mais je m'égare. Mais il y a tout de même beaucoup de points communs entre le cinéma traditionnel et le porno. Déjà, ce dernier fait partie d'un genre à part du cinéma. Il a su attirer la curiosité des foules dès le départ. Alors, petit rappel historique. C'est à Paris qu'a été tourné le tout premier film porno de l'histoire. En 1896, on découvre ce film qui n'a pas grand-chose à voir avec les productions érotiques d'aujourd'hui. Il n'aura pas fallu longtemps pour que le cinéma se tourne vers les plaisirs charnels. En novembre 1896, le cinématographe des Frères Lumière fête à peine son premier anniversaire que le tournage du premier film érotique avait déjà eu lieu. Et son petit nom, c'est Le coucher de la mariée. Et bizarrement, on a découvert que ça a attiré la curiosité des foules. C'est parce que c'était une découverte pour eux. C'est le voyeurisme. Voilà, enfin, vous avez compris. Puis d'autres pays se sont appropriés la technologie et cette création le cinéma qui est typiquement française à travers l'Europe, telles que l'Autriche, l'Allemagne, la Hongrie, et qui apparaissent donc déjà en Europe, puis les États-Unis avec l'industrie du charme qui deviendra l'industrie du sexe où beaucoup de célébrités que je citais précédemment sont passées par là. De nombreux, d'ailleurs, faits très récents, à l'ère d'Internet, de nombreux articles reprennent l'information selon laquelle une nouvelle technique basée sur l'intelligence artificielle permet de remplacer un visage dans une vidéo. Les premières applications de ce programme qui ont tourné sur le forum américain Reddit consistent à coller la physionomie d'actrices connues comme Gal Gadot, Emma Watson ou Scarlett Johansson dans des extraits de films X. Les photomontages d'actrices dans des scènes pornographiques n'ont pas attendu les outils numériques. De même, les effets spéciaux permettant d'insérer de manière crédible le visage d'un comédien disparu dans une séquence filmée. On notera par exemple Paul Walker, le célèbre acteur qui jouait dans Fast and Furious, qui est décédé avant le tournage du film du 7e volet de Fast and Furious en 2015. Mais je m'égare. Plusieurs applications ont proposé le match-up des visages avec des discours ou des expressions faciales ajoutées. Mais l'inquiétude manifestée par les descriptions alarmistes des deepfakes, c'est comme ça qu'on les appelle, repose sur la conviction d'une expansion incontrôlée, des falsifications rendues plus aisées par un outil facile d'accès. La facilité avec laquelle on peut y arriver est terrifiante. Aujourd'hui, il est impossible de distinguer une image authentique d'une image contrefaite. Ou alors, il faut vraiment être un expert. Alors, comme je le disais, on retrouve toujours la réalité virtuelle qui attire les investisseurs, car aujourd'hui, c'est un business qui se compte en millions, si ce n'est en milliards de dollars. Histoire d'appâter le client, plusieurs sociétés proposent une première vidéo dite soft de 5 minutes. La version hard commercialisée en parallèle se vend 5 €. Peu eu égard au coût de production, puisque 15 minutes de vidéo de réalité virtuelle reviennent à 40 000 €. Le prix étant multiplié par 4 ou 5 par rapport à une séquence classique. C'est tout ce qui intéresse Capital.fr. Combien cela rapportera-t-il ? Par exemple, chez Marc Dorcel qui est la plus grosse entreprise en chiffre d'affaires en France de films érotiques, on ne se prononce pas, mais vu la proportion des navigations sur Internet liées à la pornographie, on peut supposer que les retombées seront substantielles malgré le coût. Ainsi annonce Thomas Lebar, les contenus adultes pourraient devenir dès 2025 le 3e marché de la réalité virtuelle, avec des revenus estimés à 1 milliard de dollars dans le monde sur un total de 5,8 milliards dans le monde. Une belle opportunité de croissance pour une industrie qui brasse déjà 25 milliards de dollars. Et aujourd'hui, on a tendance à
à l'oublier, mais c'est que le porno, bien avant Internet, se faisait via les cinémas classiques, via les cinémas, les salles de cinéma érotique, les cassettes, les VHS. Mais aujourd'hui, avec Internet, ça s'est totalement transformé, on va dire, notamment avec la gratuité sur Internet. Il n'a jamais été aussi simple de consommer du porno à tous les âges, y compris les mineurs, qui sont le public cible préféré. Notamment, voilà, comme je le disais, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Alors, tenez-vous bien. 11% ont découvert le porno à l'âge de 11 ans. 20% entre 11 et 12 ans. 30% entre 13 et 14 ans. Ce qui fait 63% des interrogés. Donc 2 tiers sont mineurs. Là, on parle du public qui regarde ce genre de contenu. Alors, ce qui provoque forcément, parce que à cette période, on découvre forcément son corps, et on n'a pas forcément découvert le corps d'une vraie femme dans la vie réelle, je veux dire. Ça provoque forcément une image erronée, de la peur, de l'angoisse et des complexes qui provoquent des dégâts irréversibles au cerveau. Surtout quand on le découvre avant le sexe. Et forcément, pour conclure cette partie, il y a une confusion évidente entre le porno et la réalité. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que le porno, ce n'est pas la réalité, c'est de la fiction. Donc, j'arrive aux conséquences de l'hypersexualisation. Donc là, je vais citer des exemples les plus récents, qui touchent également tout ce que j'ai cité précédemment. The Mail on Sunday, donc un journal britannique, si je me trompe pas, nous révèle que depuis le confinement, on compte désormais 20% d'enfants supplémentaires en attente d'un traitement de changement de sexe. Sur le NHS, le National Health Service, le service de santé publique britannique. Selon de nouveaux procès-verbaux de réunions découvertes par ce journal, il y aurait environ 5500 enfants sur liste d'attente en vue d'obtenir un traitement au controversé Gender Identity Development Services, ou GIDS, le Tavistock and Portman Trust à Londres. Donc là, on est sur le changement de sexe, et là on retombe sur une grande entreprise du divertissement aujourd'hui, qui fait partie aujourd'hui des grandes entreprises du divertissement américain, en sachant que dans les années 80, il y en avait environ une cinquantaine, voire même une centaine. À la fin des années 90, c'était 50. Maintenant, ils sont plus que 5, pour vous dire comment ça a accéléré. Donc, on a AT&T, MSNBC, et on a Disney. Disney qui promet de favoriser les personnages issus de la communauté LGBT et les minorités raciales, notamment dans les films Marvel. Ces grandes firmes culturelles participent à la promotion de l'idéologie trans, en faisant fi des intérêts de l'enfant, expliquent les cliniciennes Caroline Eliachev et Cécile Masson. Figaro Vox, selon les pays sur une période de 10 à 15 ans, le diagnostic d'une dysphorie de genre qui traduit un sentiment d'inadéquation entre le sexe de naissance et le ressenti, a augmenté de 1000 à 4000%. Comment expliquez-vous une telle explosion? Alors, toujours selon les mêmes cliniciennes, il n'y a pas d'explication simple, mais quand une donnée change d'échelle, elle change aussi de nature. Invoquer la libération de la parole, comme le font certains, ne me paraît pas pertinent. Ce qui a changé dans un système libéral au service de l'aspiration à l'autonomie et au bonheur, c'est la réponse enthousiaste de la société, des médias et d'une partie du corps médical, pour répondre positivement à ces demandes, sans s'interroger sur ses soubassements et ses conséquences à long terme. Et oui, parce que pour les chirurgiens, le changement de sexe, pour beaucoup, c'est une mine d'or. On va pas se mentir. Plus que les jeunes, c'est cette réponse qui est à interroger. Elle est alarmante car la plupart des revendications adolescentes, y compris celles de changer de genre, tendent à disparaître avec l'âge. 11 études récentes indiquent que 67 à 93% des jeunes qui ont attendu sans traitement médicamenteux renoncent à changer de genre.
C'est là qu'ils s'autodiagnostiquent en rencontrant des influenceurs qui les encouragent à penser que leur ressenti porte un nom. Ils sont trans. S'ils adhèrent, ils sont héroïsés, approuvés dans leur détermination à ne pas changer d'avis. Suivent les conseils sur les sites militants pour convaincre les parents, transphobes et maltraitants s'ils émettent quelques réticences. L'institution scolaire et les médecins, avec une liste des professionnels, qu'on appelle, dans les pays anglo-saxons, on appelle ça la trans-friendly. Ils arrivent en consultation avec un discours et un vocabulaire stéréotypé, appris sur les réseaux sociaux. Toujours les mêmes. À tes souhaits. Ce sont les parents de ces jeunes qui nous ont mis sur cette piste en décrivant le cheminement de leurs enfants. Et en effet, on retrouve plusieurs caractéristiques de l'emprise sectaire, comme le recrutement en ligne, s'adressant à des jeunes souvent vulnérables, en quête d'identité. Les influenceurs trans incitent le jeune à rejeter ses parents nécessairement transphobes au profit de sa nouvelle famille, qui lui promet bonheur et bien-être. La transphobie est un argument de poids pour faire valoir sa victimisation au sein de la société. Sortir de cette communauté est vécu avec effroi et culpabilité. Les traîtres continuent à subir les pressions du groupe. Un lobbying puissant permet aux transactivistes de s'introduire à tous les niveaux de la société pour faire valoir leurs revendications. Enfin, l'industrie pharmaceutique se frotte les mains. Peu d'affections nécessitent des traitements médicaux à vie, remboursés par la sécurité sociale, donc par notre argent, l'argent public forcément. Alors, heureusement, la France, terre catholique, est en retard sur ces sujets-là, contrairement à d'autres pays européens comme la Suède, la Finlande ou l'Angleterre, qui ont restreint les prescriptions les prescriptions médicamenteuses chez les mineurs au profit d'une approche psychothérapeutique. Ils l'ont fait en considérant que les risques des bloqueurs de puberté, des hormones antagonistes et des actes chirurgicaux pour les moins de 18 ans l'emportent actuellement sur les avantages attendus. En clair, ces traitements sont actuellement des expérimentations et non des soins basés sur des preuves. Et là, on en vient à la question, quelles sont les étapes de la transition ? Tous ne vont pas jusqu'à la chirurgie, dite de réassignation de sexe, qui porte mal son nom. On peut parler de mastectomie, voire d'hystérectomie chez les filles, et ablation des testicules chez les garçons. Ce sont des mutilations sexuelles puisqu'elles ôtent, sans raison médicale, des organes dévolus au plaisir et à la reproduction. L'autorisation des parents est requise, mais ces interventions peuvent se pratiquer, et se pratiquent chez les mineurs. La plus jeune fille ayant subi une mastectomie en France avait 14 ans. Alors, et là, on se pose la question qui brûle les lèvres face à tout cela. Un retour en arrière est-il possible en cas de prise d'hormones ou de chirurgie ? Alors, peu ou prou, toutes les jeunes filles qui regrettent leur transition disent la même chose. L'une d'elles s'est souvenue que lorsque le chirurgien lui a demandé si elle était bien d'accord pour la mastectomie, elle lui a répondu oui, tout en faisant non de la tête. Tous ceux, parents, médecins, entourage, qui soutiennent sans réserve un adolescent qui revendique parfois de façon virulente de changer de genre, s'aveuglent au point de ne pas voir les signes d'ambivalence. Par définition, l'adolescence est une période de transition qui n'est d'ailleurs pas forcément terminée à 18 ans. Jusqu'à la majorité, et quoi qu'on en dise, les jeunes, les parents et la société ont un devoir de protection. Aucun acte irréversible ne devrait être autorisé. Comme le dit le psychologue australien dans un très bel article, un psychologue australien, l'enfance n'est pas réversible. Alors également, dans les conséquences, on a également la planification familiale ou le planning familial, qui à la base qui vient de Chine, qui à la base était utilisé par le gouvernement chinois pour essayer de contrôler les naissances avec la politique de l'enfant unique. Mais c'est aussi un ensemble de moyens qui concourent au contrôle des naissances en Occident, dans le but de permettre aux familles de choisir ou d'avoir un enfant, ou de choisir, et là on en revient par exemple aux femmes pondeuses en Ukraine notamment. Alors on a aussi l'OMS qui affirme que le porno n'est pas dangereux pour les jeunes et les enfants. Alors forcément,
Heureusement. Il y a tout de même des contrepoids. En 2016, il me semble que je l'ai quelque part. Voilà, c'est ça. En Russie, un tribunal a annoncé en 2016 la fermeture du célèbre site de vidéos porno Pornhub sur son territoire. Et à ceux qui ne sont pas contents, le service de surveillance des médias russes conseille de sortir et de se faire de vrais amis. Et toujours dans les pays qui interdisent de manière législative le porno, ce qui n'est pas une mince affaire, hein, parce que on a tendance à l'oublier, mais les sites porno comme MindGeek, les conglomérats comme MindGeek, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est qui a été créé au Luxembourg financièrement. Hein. Les bureaux sont au Luxembourg, mais les studios sont basés à Montréal. Ce sont des conglomérats qui brassent, en tout cas le conglomérat le plus riche au monde, qui brasse des milliards. Il me semble que leur chiffre d'affaires, en tout cas, c'était 500 millions de chiffre d'affaires, mais si on cumule tous les sites internet qu'ils ont rachetés au fil des années, ça se chiffre maintenant en milliards, hein. Notamment avec tout le confinement et la misère sexuelle qu'il y avait et le misère affectif. Enfin bref, vous avez compris. Il y a eu notamment sur le fait que le conglomérat MindGeek avait mis la pression sur le gouvernement de Californie pour interdire sur les plateaux de tournage porno le port du préservatif. Parce qu'il fallait continuer toujours dans le plus hard et le préservatif n'a pas sa place. Et forcément, ça crée chez les acteurs ou chez les actrices des problèmes de MST. Bref, je digresse. On a évidemment aussi le monde musulman aussi, les pays musulmans qui, dans leur grande majorité, sont réticents au porno et à la prostitution en général. Les bonus ont des qualités des fois. Il y a tout ce qui est LGBT aussi. Et LGBT, bien sûr, oui. La religion musulmane n'est pas très ouverte à cela, oui, en effet. Si on avait gardé le christianisme, on aurait viré tous ces pornos. Donc, pour conclure, comment lutter contre l'hypersexualisation et garder l'esprit en bonne santé? Donc, surtout garder un bon mental en temps de grande réinitialisation, hein, de Great Reset pour les anglicistes. Donc, comme le disent beaucoup de grands de ce monde, un nouvel ordre mondial avec des lois planétaires, une police planétaire et un gouvernement planétaire. L'homme national est obsolète, il doit céder la place à un homme mondial. Ça vaut aussi pour les femmes. En ces temps de Great Reset, il faut nous affirmer au quotidien en boycottant tous les médias non indépendants. Alors, tous les médias non indépendants, c'est facile, puisque je parlais des médias. Petite digression. Les médias, c'est le 4e pouvoir. Mais pour que ce soit un pouvoir, il faut être autonome. Donc, pas de redevance. Ce qu'on paye dans nos impôts, qui est obligatoire d'ailleurs, bizarrement, hein, la redevance télé, et pas de publicité. Et il y a qu'à voir aujourd'hui, les dés sont jetés, hein. 99% si je me trompe pas, des médias sont détenus par 7 ou 8 milliardaires en France. Voilà. Aux États-Unis, aujourd'hui, il y a 5 grands conglomérats du divertissement. Quasiment tous dans le même sens. Également. L'hypersexualisation est au centre de la propagande mondialiste, car il permet de détruire les mœurs, la santé mentale et physique des personnes de tout âge, et ce qui en fait de meilleurs esclaves. Pour parler crûment, hein. Le but étant que tout soit monnayable, y compris notre corps. Le contrôle du corps ne se fait pas uniquement via les vaccins. D'ailleurs, l'affaire Epstein et les réseaux pédocriminels à travers le monde, notamment avec le procès de Ghislaine Maxwell, nous montrent bien la puissance et les besoins de l'élite mondialiste de pervertir la jeunesse par tous les moyens. Ce que j'ai cité n'est que la partie immergée de l'iceberg. Donc les solutions. Il faut bien comprendre que l'hypersexualisation des femmes et des hommes de tout âge n'est pas due au hasard. Les principaux responsables sont les médias traditionnels et l'Internet moderne qui appartiennent pratiquement aux banques et aux élites mondialistes. Alors encore, l'Internet aujourd'hui, on a encore des libertés, mais pour combien de temps? Avec la censure qui arrive, on va tous finir à mon avis, on va tous finir sur le deep web ou le dark web. Mais bon. Alors, qui appartiennent, je le disais, pratiquement aux banques et aux élites mondialistes.
Cela reste du divertissement, de la fiction, et aucun miracle ne viendra de là. Donc, la meilleure arme, bien sûr, c'est le boycott. Boycotter tous les supports publicitaires qui, à 95% aujourd'hui, sont hyper sexualisants et enferment le consommateur. Et d'ailleurs, quand on culpabilise certaines personnes en disant que c'est la demande qui crée l'offre, non. Ne jamais oublier que c'est l'offre qui crée la demande, pas l'inverse. Et d'ailleurs, déjà pour divertir, les médias que j'ai cités se sont déjà convertis à l'Internet. On a déjà toutes les plateformes de streaming, Disney+, Netflix, Amazon Prime, etc., qui nous servent encore et toujours les mêmes programmes, avec toujours les mêmes messages politiques, qui sont la culture du vice, qu'on appelle, qui sont un tout, et qui nous permet de nous divertir sans sortir de chez nous. Comme le disait Klaus Schwab, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. À l'heure de la Macronie et d'un deuxième mandat de Macron, et de propagande médiatique sur les masques et les vaccins, l'éducation parentale est primordiale. La protection familiale, filles comme garçons, ont pour premier modèle leurs parents, et à l'heure d'Internet et de tous les canaux d'information, notamment les écrans, il est impératif de surveiller et de limiter la vision des écrans chez les jeunes. Toutes les applications, les contenus cités précédemment font appel au plaisir des sens, donc à des pics émotionnels. Comme je le disais, c'est la dopamine qui est dans notre cerveau. Très bref, mais en continu qui s'avère néfaste pour l'équilibre du cerveau et de l'esprit. Pour la société de consommation, la richesse de nos vies dépend de l'extérieur et non de l'âme. Nous sommes avant tout des êtres de sentiments, hommes comme femmes, et nous devons nous affirmer en tant que tels face à cette discrète mais vicieuse facette de la culture de mort. Merci. Sinon, ce que vous avez abordé comme premier sujet, c'est vous avez donné c'est le premier sujet. Vous avez dit que la sexualité c'était un peu débridé dans l'époque antique, en Grèce antique, en Rome antique. Oui. Mais en fait, il me semble que c'est vers les derniers siècles de la Rome antique et de la Grèce antique qu'il y a eu une hypersexualisation, et qu'avant ils étaient beaucoup plus fermés à ces sujets-là. Et il y a quasiment pas de divorce. C'était voilà. Oui, il y a également ça, oui. Après, il y a eu toujours des dérives. Les historiens sont toujours à la recherche de d'autres informations en sachant que l'Antiquité, maintenant, c'est de plus en plus compliqué, hein. Plus on avance dans le temps, plus c'est toujours difficile d'être fixé sur la réalité des mœurs. Mais oui, c'est un bon point. Et donc, moi, ce que je vois, et c'est pour ça que j'aurais tendance à adhérer à la thèse de Unwin, de Unwin, Joseph Daniel Unwin, qui a écrit Sexe et une culture, un beau livre, hein, je l'ai chez moi. Bon, c'est en anglais. J'avais fait une version traduite en traitement de texte. Il faudrait que je le retrouve. Donc, en fait, oui. Juste après. Oui. Il y a Patrick qui veut parler. C'est ça qui était intéressant, et ça corrobore ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Mm-hmm. C'est qu'en fait, j'ai comme l'impression que quand on commence à faire des cadres sexuels stricts, ça crée une société. Si tu les renforces davantage, ça crée une civilisation. Et dès que tu commences à détruire ces mœurs, la civilisation, elle périclite, et ainsi de suite, elle s'affaiblit. Et si tu reviens à l'état de liberté sexuelle un peu, sans un code moral pour la juguler, c'est le déclin inévitable jusqu'au premier stade de l'humanité, ça veut dire l'âge de pierre. En quelque sorte, on va dire. Ouais. Oui. On redescend là. Oui, mais les déclins de civilisation ne sont jamais dus au hasard, hein. Ouais. C'est comme tous les déclins des pays, c'est toujours des déviants ou alors des gens qui ont, on va dire, qui sont des problèmes mentaux qui sont à l'origine et qui arrivent à graver les échelons de la pyramide de pouvoir, quoi, et qui entraînent tout le monde dans leur shit. Et en fait, il y a une expression qui dit les élites sont à l'image du peuple. Également, oui. Ouais. Enfin, après tout. Si le peuple devient décadent, c'est normal après à la longue qu'on ait des élites. Ah, mais les élites aussi sont responsables du peuple, de ce que deviennent le peuple. Ils ont même au temps de la monarchie. Le roi, il était dans une cage dorée, hein. Il était d'une famille, il avait des responsabilités, il pouvait pas se détacher, se désolidariser, de son devoir divin. Et aujourd'hui encore, même au temps de la République, avec les valeurs sous-jacentes, il y a tout de même, quoi qu'on en dise, les mêmes valeurs.
Le président a le pouvoir sur l'armée, sur la gendarmerie et sur la santé mentale du peuple, sur son peuple. Mais forcément, là aujourd'hui, c'est pas ceux qu'on a ne sont pas les meilleurs des exemples.